Il y a des échos du passé qu'il vaut mieux ne pas réveiller, des murmures d'outre-tombe qui, une fois entendus, vous marquent pour toujours. Ce soir, nous nous aventurons dans ces limites interdites, sur le sombre seuil où les vivants, par imprudence ou défi, parviennent à l'impensable, irriter les morts. Nous explorerons les témoignages terrifiants de ceux qui ont remué la terre, profané des souvenirs ou simplement oublié le respect et ont découvert que le repos éternel peut se transformer en une vengeance implacable. Alors que la tension s'accumule, dis-moi, de quel pays te joins-tu à cette soirée, défiant les ombres par ta présence? Avec chacun d'entre vous, l'atmosphère se densifie. Il est temps de raconter la première histoire. Cette expérience qui te fera réfléchir à 2 fois avant de franchir certaines limites a été envoyée par un suiveur nommé Marco, un jeune historien amateur. Après l'avoir écouté, commente si son action était téméraire ou compulsive. Voici ce qu'il nous a raconté. Je m'appelle Marco et je suis, ou étais, passionné par l'histoire locale. Pas l'histoire des grands événements, mais celle des petites vies, des secrets oubliés dans les recoins les plus poussiéreux des archives. Mon obsession, pour l'appeler ainsi, a commencé lorsque j'ai découvert l'existence d'un ancien mausolée familial à la périphérie de ma ville natale. Ce n'était pas un lieu public, mais une propriété privée, presque engloutie par la végétation, sur les terrains de ce qui était autrefois un vaste domaine, maintenant divisé en parcelles résidentielles. Personne ne semblait se souvenir qui étaient les occupants de ce monument étrange. De l'extérieur, le mausolée était imposant, mais en ruine. Pierres sombres, mousse recouvrant les inscriptions, gargouilles avec des visages érodés par le temps qui semblaient observer avec désapprobation quiconque s'approchait. La grille en fer forgé était ouverte, avec une de ses feuilles pendantes par un seul gond rouillé, comme une bouche édentée invitant à l'intérieur. Mon enquête m'avait conduite à une famille, les de la Fuente, dont il ne restait que peu de traces. Une famille de constructeurs navals et de commerçants qui, selon les rares chroniques que j'ai trouvées, s'étaient mystérieusement évaporés de la région à la fin du XIXe siècle. La première fois que je suis entré dans le domaine du mausolée, l'atmosphère était oppressante, même sous le soleil de l'après-midi. Un silence dense enveloppait l'endroit, seulement rompu par le craquement des feuilles sèches sous mes bottes. Il y avait une sensation de latence, comme si l'air lui-même était chargé du poids de siècles d'attente. Je me souviens de l'odeur, terre humide, moisissure et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et sucré, difficile à identifier. C'était troublant, mais ma soif de connaissance était plus forte que tout pressentiment. J'ai passé des semaines à documenter chaque détail de l'extérieur. J'ai dessiné les blasons héraldiques, déchiffré les noms flous sur les dalles des tombes annexes et pris des photographies. Chaque jour, je sentais que je me rapprochais de la compréhension de qui étaient les de la Fuente. Mais le mausolée lui-même restait hermétiquement scellé. La lourde porte en chêne, renforcée par des ferrures en fer, semblait impénétrable. Cependant, mon enquête a révélé un détail crucial, un passage latéral, caché par une épaisse lierre, menant à une crypte souterraine utilisée pour les serviteurs et quelques parents éloignés. Avec un peu d'effort et une barre de fer que j'ai trouvée abandonnée, j'ai réussi à forcer l'entrée. L'air dans la crypte était dense et stagnant, froid jusqu'aux os, malgré la chaleur extérieure. La lumière de ma lampe torche révélait des étagères remplies d'urnes et de petites niches avec des pierres tombales à peine lisibles. La poussière était si épaisse que chaque pas soulevait un nuage. Mais ce qui m'intéressait n'était pas là. Je savais que les principaux membres de la famille de la Fuente reposaient au cœur du mausolée, pas dans cette antichambre. L'histoire que j'avais trouvée parlait d'un système de tunnels secrets, d'une route d'évasion utilisée en temps de guerre, et je soupçonnais qu'un de ces tunnels pourrait relier l'intérieur du monument principal. Ce n'est qu'après plusieurs visites que je l'ai trouvé. Derrière un mur de briques lâches, au fond de la crypte, il y avait une ouverture suffisamment grande pour que je puisse me glisser. Le tunnel était étroit, sombre et humide, et l'odeur de terre mouillée se mêlait à une fragrance étrange, comme celle de fleurs séchées ou d'encens ancien. Je me suis traîné pendant ce qui m'a semblé être des minutes éternelles, le cœur battant à mes tempes, jusqu'à ce que le tunnel s'ouvre sur une chambre plus grande. Là, c'était le centre du mausolée. La lumière de ma lampe torche dansait sur 3 sarcophages en marbre sombre, polis malgré les siècles, avec des figures sculptées des défunts sur leurs couvercles. La pièce était beaucoup plus grande et ornée que la crypte, avec des fresques décolorées au plafond et des statues d'anges au visage sérieux. Il y avait un silence de mort, si profond que je sentais mes propres battements résonner dans mes oreilles. Au centre de la pièce, sur une petite table d'autel, se trouvait une boîte en bois sculptée, usée par le temps mais encore élégante. La curiosité m'a emporté. J'ai laissé mon sac à dos de côté et me suis approché de la table.
La boîte n'avait pas de serrure visible, mais le couvercle semblait s'ajuster parfaitement. Mes doigts tremblaient un peu en la soulevant. À l'intérieur, sur un lit de soie décoloré, je trouvais un journal relié en cuir, une plume d'oiseau sèche et un petit médaillon en argent. Le journal était le trésor que j'avais cherché. Les mémoires d'Eleonora de la Fuente, la dernière descendante directe de la famille, qui avait documenté les secrets et la richesse de son lignage. Je savais que je profanais un lieu sacré. Le souffle froid dans ma nuque, le crépitement de l'air autour de moi, tout l'indiquait. Mais l'excitation d'avoir trouvé quelque chose d'aussi précieux, d'aussi intime, me rendit aveugle. Je pris le journal et le médaillon. La plume ne m'intéressait pas. Elle était déjà sèche et inutilisable. Je me souviens clairement du moment où je refermai la boîte. Un frisson me parcourut de la tête aux pieds, et pendant un instant, je jurai avoir entendu un profond soupir, un lamentement étouffé qui semblait émaner des murs mêmes. Je sortis du mausolée aussi silencieusement que je le pouvais, le journal et le médaillon soigneusement rangés dans mon sac à dos. La nuit était tombée. L'air extérieur, auparavant oppressant, semblait maintenant étrangement léger, mais froid. Je ressentis une pointe de culpabilité, une inquiétude qui collait à ma peau. Cependant, l'excitation de ma découverte était immense. Les semaines suivantes furent d'extase. Je traduisis le journal d'Eleonora, qui était écrit dans un espagnol ancien avec des influences portugaises. Il révélait une histoire fascinante de richesse, de commerce, mais aussi de tragédie, d'intrigue et, étonnamment, d'une secte d'adorateurs d'une divinité maritime. Il y avait des cartes, des références à des trésors cachés, et, ce qui était le plus troublant, des rituels pour invoquer ou apaiser ceux qui dormaient sous les vagues. Le reliquaire, en l'ouvrant, contenait une mèche de cheveux roux et une miniature d'une femme aux yeux perçants. C'était Éléonore. Mais à mesure que je plongeais dans ses écrits, une série d'événements étranges commença à se produire autour de moi. Au début, ce n'étaient que des choses mineures. Le journal se déplaçait lorsque je le laissais. J'entendais des chuchotements indistincts quand j'étais seul dans mon bureau, et une étrange fragrance de fleurs séchées et de sel marin, identique à celle que j'avais perçue dans le mausolée, imprégnait ma chambre à la tombée de la nuit. Mon chien, un beagle normalement joueur, refusait d'entrer dans mon bureau, aboyant furieusement vers la chaise où j'avais l'habitude de lire le journal, les poils hérissés. La situation a escaladé. J'ai commencé à sentir une présence. Je ne la voyais pas, mais je la sentais. Un regard constant, froid et ancien. Lorsque je lisais le journal la nuit, les ombres de ma chambre semblaient en s'allonger et se tordre au-delà du naturel. La température dans mon bureau baissait drastiquement, faisant que ma respiration se condensait dans l'air. Plusieurs fois, en levant les yeux du texte, j'ai juré voir une silhouette à peine perceptible dans le coin de l'œil, une ombre haute et mince qui se dissipait dès que je la regardais directement. Un matin, un bruit sec m'a réveillé. C'était le journal que j'avais laissé sur ma table de nuit, tombant au sol avec un bruit sourd. Quand je l'ai ramassé, il était ouvert à une page que je ne me souvenais pas avoir lue. Elle décrivait un rituel d'avertissement, une malédiction sur ceux qui oseraient troubler le repos des de la Fuente. Les mots d'Eleonora semblaient plus fermes, plus intenses sur cette page. J'ai ressenti un frisson qui m'a glacé jusqu'aux os. La fragrance de sel et de fleurs séchées était écrasante dans la pièce. Cette nuit-là fut la pire. Je me suis réveillé avec la sensation que quelqu'un m'observait au pied de mon lit. J'ai ouvert les yeux, et dans l'obscurité presque totale, j'ai pu distinguer une silhouette. Grande, mince, avec une robe d'époque et des cheveux roux que j'avais vus dans la miniature. Ses yeux, dans la pénombre, brillaient d'une lumière propre, une lumière froide et rancunière. Elle ne bougeait pas, elle me regardait simplement. Elle ne faisait aucun bruit, mais j'ai ressenti ses pensées, une colère glaciale, une profonde offense. L'air est devenu insupportablement froid, comme si l'hiver avait fait irruption dans ma chambre. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. J'étais paralysé par une terreur que je n'avais jamais éprouvée. La silhouette est restée là, immobile, pendant ce qui a semblé être des heures. Ses yeux ne se sont jamais détachés des miens. Chaque fibre de mon être criait pour fuir, mais mon corps ne répondait pas. Il n'y avait pas de colère incontrôlée en elle, juste une détermination implacable, une patience que seule la mort peut accorder. Lorsque la première lumière de l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux, la silhouette s'est lentement dissipée, comme de la fumée, laissant derrière elle un froid insupportable et l'odeur persistante de sel et de fleurs séchées. À partir de ce jour, la peur m'a complètement envahi. J'ai cessé de manger, je dormais à peine, la présence était constante. Je sentais ses yeux sur moi-même quand je ne la voyais pas. J'entendais ses chuchotements, maintenant plus clairs, appelant mon nom avec une voix ancienne et triste. Mes amis ont remarqué mon changement, ma pâleur, mon nervosité,
Mais comment leur expliquer que la femme d'un journal d'il y a plus d'un siècle me hantait? J'ai décidé que je devais rendre ce que j'avais pris. Je pensais que peut-être cela apaiserait sa colère. Le cœur serré, je suis retourné au mausolée une nuit. L'entrée de la crypte me semblait encore plus sombre, plus menaçante. Le tunnel qui m'avait conduit à la chambre principale semblait plus étroit et hostile. Je me suis traîné à nouveau, sentant chaque pouce de ma peau se hérisser sous le froid et l'humidité. Lorsque j'ai atteint la chambre des sarcophages, l'atmosphère était presque étouffante. La lumière de ma lampe torche dansait sur les figures de marbre. L'autel était là, avec la boîte en bois attendant. Mes mains tremblaient, alors que j'ouvrais mon sac à dos et sortais le journal et le médaillon. Je les ai replacés avec soin sur le lit de soie. En fermant le couvercle de la boîte, j'ai senti la température monter un peu, une subtile diminution de l'oppression. Je me suis retourné pour partir, ressentant un immense soulagement. Mais alors, je l'ai vu, sur le couvercle du sarcophage central, celui que je supposais être celui d'Éléonore, une nouvelle inscription avait été gravée, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Avec des mains tremblantes, j'ai approché ma lampe torche. C'était un seul mot, gravé avec une précision troublante dans le vieux marbre. Trop. Mon cœur s'est arrêté. Le soulagement s'est instantanément transformé en une terreur renouvelée, plus aiguë qu'auparavant. Cela n'avait pas été suffisant. J'avais mis en colère les morts, et le simple retour de leurs objets ne reviendrait pas sur ma transgression. Je suis sorti en courant du mausolée sans regarder en arrière, l'écho du mot « trop » résonnant dans mon esprit. Depuis cette nuit-là, la présence n'est pas partie. Je ne la vois plus aussi clairement, mais je la sens. Une froideur constante dans mon dos, un murmure indistinguable dans le silence de ma chambre. La fragrance de sel et de fleurs séchées apparaît et disparaît sans préavis. J'ai vendu ma maison et déménagé, mais c'est inutile. Je crois que je l'ai emportée avec moi. Éléonore ne cherche pas la vengeance, elle cherche de la compagnie. Ou peut-être veut-elle juste me rappeler jour après jour qu'il ne faut pas déranger ceux qui reposent, qu'il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. J'ai essayé de me débarrasser de tous les documents et notes que j'ai faits sur elle, mais je ne peux pas. Je sens que si je le faisais, sa présence deviendrait beaucoup plus agressive. C'est un rappel constant, une condamnation silencieuse, et ainsi s'est terminé le périple de Marco avec les secrets qu'il a essayé de déterrer. Pensez-vous que sa punition était méritée ou disproportionnée? Cette histoire nous a été envoyée par quelqu'un qui a préféré ne pas révéler son nom, un jeune homme qui, il y a quelques années, travaillait comme veilleur de nuit pour financer ses études universitaires. Son récit nous montre qu'il y a des lieux et des présences qu'il vaut mieux ne pas défier. Si tu te trouvais dans un endroit rempli d'histoires et de murmures, serais-tu plus courageux ou prudent? Mon histoire commence, comme beaucoup d'autres, par nécessité. J'étais étudiant universitaire, et l'argent manquait toujours. On m'a proposé un travail de veilleur de nuit dans ce qu'ils ont décrit comme un dépôt d'objets historiques, en périphérie de la ville. Ça sonnait élégant, n'est-ce pas? La réalité était moins romantique. C'était une ancienne chapelle, déjà désaffectée, sur le terrain d'un cimetière municipal. Pas un cimetière touristique ni rien de ce genre, mais un de ces vieux et oubliés où les tombes s'inclinent et les pierres tombales sont rongées par le temps. La chapelle elle-même était plus un entrepôt de bric-à-brac funéraire, des brouettes rouillées, de vieux pupitres en bois, des caisses remplies de fleurs en plastique décoloré et, bien sûr, une collection inquiétante de statues d'anges mutilées et de 500 têtes. Au début, je riais des histoires. Mes amis plaisantaient en disant que je rencontrerais des fantômes et je leur répondais que la seule chose que je rencontrerais serait l'ennui. Je me considérais comme un type pragmatique, scientifique, un aspirant anthropologue cherchant des explications logiques à tout. Le surnaturel était pour les ignorants, pour les crédules. Mes premières nuits étaient monotones. Le silence était la seule compagnie, un silence si dense qu'il me semblait parfois bourdonner dans mes oreilles. L'odeur était constante, un mélange d'humidité, de terre vieille, d'encens rance et de pierres froides. Je parcourais la chapelle avec ma lampe de poche, les murs en pierre absorbant le faisceau de lumière sans le refléter complètement, comme si l'obscurité y était plus lourde. De temps en temps, je ressentais un frisson que je n'attribuais qu'au courant d'air ou à ma propre suggestion. C'était un endroit froid, même en été. Un froid qui pénétrait jusqu'aux os et semblait apporter avec lui un écho de quelque chose d'ancien. Une nuit, en fouillant une pile d'objets entassés près de l'ancien hôtel, je trouvai un portrait. Ce n'était pas une photographie moderne, mais quelque chose qui ressemblait à un daguerréotype ou à une peinture très ancienne, à peine plus grande que la paume de ma main. L'image, usée et craquelée, montrait le visage d'une femme. Elle avait un air sévère, des lèvres fines et des yeux sombres qui semblaient me fixer avec une intensité troublante, même à travers le voile du temps.
Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict et elle portait des vêtements sombres et formels, d'une époque révolue. Elle semblait être l'une de ces matriarches imposantes qui dominaient n'importe quelle pièce par sa seule présence. Le portrait était tombé d'une étagère haute et était à l'envers entre un candélabre sans bougie et un tas de tissus poussiéreux. Je le ramassai avec une certaine curiosité, ressentant le froid de sa surface en verre sous mes doigts. Avec un mouchoir, j'enlevai la poussière et le regard de la femme devint un peu plus net, plus perçant. Dans un élan de cette bravade juvénile dont j'ai parlé plus tôt, une sorte de moquerie subconsciente envers les vieilles superstitions du lieu, je m'approchai du portrait et lui parlai à voix basse, presque en chuchotant, mais avec un ton sarcastique. « Nous y voilà, vieille dame, » lui dis-je, souriant avec dédain. « Gardant ta maison, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne te volerai pas tes secrets, personne ne se souvient de toi, tu dois t'ennuyer ici, hein, seul, dans cette tombe de vieillerie. » J'ai même fait un simulacre de salut militaire, avec une légère révérence moqueuse, puis j'ai remis le portrait sur l'étagère, mais peu importe, sans faire attention à la façon dont il se tenait. C'était un geste insignifiant, un moment d'insolence fugace. Je n'y ai pas pensé davantage. Mais à cet instant, l'air dans la chapelle sembla devenir plus dense, plus lourd. La flamme de ma lampe de poche cligna brièvement, comme si une rafale de vent glacial avait traversé la pièce, bien qu'il n'y ait pas de fenêtres ouvertes ni de courant d'air. Je haussai les épaules, l'attribuant à une défaillance de la batterie ou à mon imagination. J'étais fatigué, mais les nuits suivantes ne furent pas les mêmes. Le premier indice fut le portrait. Je l'avais laissé à moitié de côté sur l'étagère. Le lendemain matin, à la fin de mon service, je le retrouvai à nouveau, à l'envers. Je l'attribuais aux vibrations du trafic lointain ou peut-être à un petit tremblement que je n'avais pas ressenti. La deuxième nuit, je le plaçai soigneusement, regardant le visage sévère de la femme, ressentant un léger frisson, presque imperceptible. Le lendemain matin, le portrait n'était pas à l'envers, mais tourné vers le mur, comme si quelqu'un avait voulu cacher le regard de la femme. J'ai commencé à entendre des bruits. Au début, ils étaient subtils, des murmures indistincts, le frottement de quelque chose contre les murs, le craquement du bois au loin. J'essayais de rationaliser tout cela, le vent s'engouffrant par une fissure, des souris, la vieille structure du bâtiment qui se mettait en place. Mais les bruits devinrent plus insistants, plus proches. Une nuit, alors que je lisais à mon poste improvisé près de l'entrée, j'ai entendu un clic doux derrière moi, comme si la porte d'un vieux reliquaire s'était fermée. J'ai rapidement tourné la tête, ma lampe explorant l'obscurité, mais il n'y avait rien. Puis les rêves sont arrivés. Au début, ils étaient vagues, une sensation d'inconfort, d'être observé. Puis, ils sont devenus vifs et récurrents. C'était toujours la même scène. Moi, dans la chapelle, et la femme du portrait, au bout de la nef, avec ses yeux froids et accusateurs fixés sur moi. Elle ne se déplaçait pas rapidement, mais s'approchait lentement, inexorablement, sa silhouette semblant grandir à chaque pas dans la pénombre. Elle n'arrivait jamais à me toucher, ne me parlait jamais, mais la sensation de sa présence, de sa colère contenue, était écrasante. Je me réveillais trempé de sueur froide, le cœur battant fort contre mes côtes. Les sensations physiques s'ajoutaient au tourment, un point froid constant dans mon dos, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi, respirant sur mon cou. Une pression lourde sur ma poitrine lorsque j'essayais de fermer les yeux et de me reposer, une oppression qui me rendait la respiration difficile, comme une main invisible me comprimant. L'odeur de lys et de terre humide qui au début était faible et occasionnelle est devenue presque constante, même lorsqu'il n'y avait pas de fleurs à des kilomètres à la ronde. C'était l'odeur d'un enterrement, de la mort, et elle m'enveloppait. Une nuit, j'étais absorbé dans un livre, essayant d'ignorer les chuchotements qui semblaient ramper depuis les ombres. Tout à coup, un ancien et lourd volume, de ceux reliés en cuir qui gardèrent les quelques livres de la chapelle, s'est envolé d'une étagère proche et a atterri avec un bruit sourd à mes pieds. Il n'y avait personne pour le pousser, pas de vent, il a simplement glissé et est tombé. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je me suis levé d'un saut, la lampe tremblait dans ma main. J'ai parcouru chaque recoin de la chapelle, ma respiration sortant en petites nuages blanches dans l'air froid, mais il n'y avait âme qui vive, ni animal. La peur, réelle et poignante, a commencé à s'installer en moi. Le son le plus terrifiant cependant était le grattement. Il a commencé peu après l'incident du livre. Un son doux mais persistant, comme des ongles grattant une surface en pierre ou en bois. Il venait toujours de la zone où se trouvait le portrait. Au début, je l'ai confondu avec le frottement d'une branche extérieure contre le mur, mais les branches ne grattent pas avec cette régularité méthodique, ni ne bougent d'une manière si troublante. C'était un gratte, 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 qui s'infiltrait dans les moments de silence,
s'intensifiant lorsque mon esprit essayait de l'éviter. J'en suis venu à ressentir des frissons dans mes propres doigts, comme si le son résonnait dans mes os. J'ai cessé de faire des blagues. J'ai cessé d'être sarcastique. Mon scepticisme s'effondrait chaque nuit qui passait. J'ai commencé à laisser de petites offrandes près du portrait, un morceau de pain de mon dîner, une pièce de monnaie, une fleur des quelques-unes qui se desséchaient dans un vase proche. J'essayais, à ma manière maladroite, de m'excuser, d'apaiser ce qui avait été réveillé, mais je me sentais pathétique et désespéré. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, ni comment demander pardon à un esprit auquel je ne croyais même pas. La nuit du climax fut une tempête. Le vent hurlait comme une âme en peine à travers le cimetière, et la pluie frappait le toit de la chapelle avec fureur. Les éclairs illuminaient l'intérieur par intervalles irréguliers, révélant pendant une seconde les formes grotesques des anges et des saints, pour les replonger ensuite dans une obscurité encore plus dense. L'électricité clignota et finalement s'éteignit. Je restai plongé dans une obscurité totale, seul avec la faible lumière de ma lampe de poche, qui semblait engloutie par l'immensité des ombres. Le grattement s'intensifia. Il ne venait plus seulement de l'étagère. Il semblait provenir de l'intérieur des murs, comme si quelque chose essayait de sortir, déchirant le mortier. Puis le son se déplaça, semblant venir directement de derrière l'autel, de l'endroit où étaient conservés les vieux cercueils abandonnés. Et alors, je l'entendis, un grognement bas, guttural, presque un gémissement, qui vibrait dans l'air froid, remplissant toute la chapelle. Ce n'était pas humain, ce n'était pas animal, c'était quelque chose d'ancien et de rancunier. Ma lampe de poche bougeait frénétiquement, le faisceau de lumière dansant entre les ombres, révélant et cachant des formes, mais ne trouvant rien. Le grognement devint plus fort, accompagné d'un bruit lourd, comme un traînement lent et tortueux. Mes mains tremblaient tant que je faillis laisser tomber la lampe. Soudain, un coup distinct et résonnant provenait de l'autel. Un coup creux qui résonna dans toute la chapelle. Je dirigeais le faisceau de lumière vers là. Le portrait avait disparu. L'étagère était vide. Et juste au centre de l'autel, là où quelques minutes auparavant se trouvait le portrait, l'obscurité semblait plus profonde, plus solide. Et puis, une ombre, grande, mince, et avec une forme indéniablement humanoïde, elle se détacha du mur derrière l'autel, se déplaçant lentement vers moi. Je ne pouvais pas voir de traits, seulement la silhouette d'une femme, enveloppée dans une obscurité qui semblait absorber la lumière de ma lampe de poche. Je sentis le froid, un froid si intense que ma respiration devint visible dans l'air, comme des bouffées de fumée en plein hiver. C'était le froid de la tombe, multiplié par 1000, et il venait directement de cette figure. Le grognement remplissait mes oreilles, et la pression dans ma poitrine revint, cette fois avec la force d'un poing. Je ne pensais pas, je ne pouvais pas. Mon instinct primitif prit le contrôle. Je me retournai et courus. Je courus comme jamais dans ma vie, sans regarder en arrière, le son de mes bottes résonnant sur la pierre, étouffé par le hurlement de la tempête et le grognement que je sentais de plus en plus proche. Les portes de la chapelle, lourdes et en bois ancien, se fermèrent brusquement derrière moi avec un fracas qui résonna dans tout le cimetière, un son qui aurait pu être le coup de tonnerre ou la porte claquée d'une entité furieuse. Je ne m'arrêtai pas. Je courus à travers les tombes inclinées, sous la pluie torrentielle, sans me soucier du travail, sans me soucier de rien d'autre que de l'angoissante nécessité de fuir. Je traversai la grille principale du cimetière sans regarder en arrière, le métal froid frappant ma main en l'ouvrant. Je ne revins jamais. J'appelai mon superviseur depuis un téléphone public sur la route, j'inventai une excuse bidon et je démissionnai sur le champ. Le lendemain, avec ce que j'avais de peu, j'ai pris le premier bus qui quittait la ville, laissant tout derrière moi. Des années ont passé depuis. J'ai terminé mes études, j'ai un bon travail, une vie normale. Mais le souvenir de cette nuit, le froid, la griffure et, surtout, cette ombre élancée et rancunière ne m'a jamais quitté. Parfois, lors des nuits les plus silencieuses, quand l'obscurité est dense et que je me sens seul, il me semble percevoir une légère, presque imperceptible, odeur de lys et de terre humide. C'est alors qu'un frisson me parcourt le dos, un rappel constant qu'il y a des blagues qu'il vaut mieux ne pas faire et des silences qu'il vaut mieux ne pas rompre. Un avertissement sur l'insolence et le respect que méritent les lieux et les histoires anciennes. Si tu te trouves face à l'inconnu, choisirais-tu le silence ou le rire? Cette histoire m'a été envoyée par un jeune homme nommé Gabriel, un archéologue qui se consacrait aux fouilles urbaines. Ce qui lui est arrivé a été une leçon sur le respect de l'inconnu, ou du moins, c'est ainsi qu'il l'a compris. Je me demande ce que tu aurais fait à sa place. Comment te respect si tu penses qu'il faut honorer le passé ou aventure, si la science doit aller jusqu'au bout. Voici ce qu'il nous a écrit.
Je m'appelle Gabriel et pendant des années, je me suis passionné à déterrer des secrets sous l'asphalte. Je me suis toujours considéré comme un homme de science, pragmatique, les pieds bien ancrés dans la terre, ou plutôt sous elle. Je ne croyais ni aux fantômes ni aux malédictions. Pour moi, chaque os, chaque fragment de céramique était une pièce d'un puzzle historique, rien de plus. Cette croyance a été mise à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit, et à ce jour, le souvenir me hante comme une ombre. Tout a commencé avec un projet au cœur d'une vieille ville coloniale. La municipalité avait décidé de démolir un ancien bâtiment qui avait été le siège d'un couvent jésuite au XVIIe siècle et, par la suite, une grande maison d'une famille aisée. C'était une joyau architectural, oui, mais la valeur du terrain était immense. Comme on pouvait s'y attendre, étant donné l'ancienneté du lieu, une fouille archéologique de sauvetage était requise avant toute construction. Mon équipe et moi avons été choisis pour le travail. Le bâtiment avait un sous-sol profond, avec des murs en pierre humide et une atmosphère lourde qui sentait la terre mouillée, le moisi et quelque chose d'autre, quelque chose de vieux et stagné que je ne pouvais pas identifier. Depuis le premier jour, mes assistants, la plupart des étudiants enthousiastes, se plaignaient de l'atmosphère. Ils disaient qu'ils ressentaient des regards, que la température baissait soudainement, qu'ils entendaient des chuchotements. Je l'attribuais à la fatigue, à la suggestion, à la surexcitation de travailler dans un endroit comme ça. C'est l'imagination, les gars, leur disais-je avec un sourire, tandis que ma pelle frappait le sol. L'excavation avançait lentement. Nous avons trouvé des fragments de vaisselle de l'époque coloniale, des pièces de monnaie, quelques objets religieux en bronze. C'étaient des découvertes intéressantes, mais rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce qu'environ à la 3e semaine, dans la section la plus profonde et sombre du sous-sol, ma collègue Anna et moi tombions sur quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement des ossements. C'était une fosse commune improvisée, les restes d'au moins une douzaine de personnes, empilés sans ordre ni cérémonie, recouverts par une fine couche de terre et de chaux. Les os étaient incomplets, mélangés, et certains semblaient emporter des marques de violence. Il n'y avait pas de cercueil, ni de linceul, juste des squelettes jetés comme s'ils étaient des dépouilles. La datation préliminaire les situait à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, coïncidant avec une époque de peste et de conflits. Anna, qui était plus sensible que moi, ressentit un frisson. Gabriel, c'est triste. On dirait qu'ils ont été traités sans aucune dignité. Moi, en revanche, je voyais une opportunité scientifique. Triste, oui, mais précieux. Une fenêtre sur les conditions de vie et de mort de cette époque. Pense à ça, Anna. Pourquoi ici et pas dans un cimetière? Mon enthousiasme a obscurci mon jugement. Nous avons commencé à documenter les restes avec le rigueur habituel, photographie, mesures, catalogage. Mais la façon dont nous les avons traités, en y repensant, était peut-être trop détachée. Il y avait un vieil homme du quartier qui s'approchait du chantier de temps en temps, un homme aux yeux profonds et aux rides qui racontèrent des histoires. Il nous avait avertis plusieurs fois, dans un espagnol ancien et chantant, que cette terre garde des âmes anciennes. Ne les dérangez pas, leur sommeil est lourd. Je riais doucement. Un après-midi, alors que je sortais une mâchoire qui avait été enterrée de manière étrange, presque comme si elle avait été arrachée, je glissai. La mâchoire tomba au sol et se brisa en deux. « Oh, merde !» m'exclamai-je. Le vieil homme qui nous observait depuis l'entrée du sous-sol fit un bruit avec sa bouche, un mélange de lamentation et de reproche. « Je vous ai dit de ne pas déranger », murmura-t-il, avant de se retourner et de partir sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, je ressentis pour la première fois quelque chose d'étrange. J'étais dans mon appartement, révisant des notes et des plans. La fenêtre était ouverte, laissant entrer la fraîcheur de la nuit. Soudain, une rafale de vent glacial balaya la pièce, bien que l'après-midi ait été tempéré. Mes papiers s'envolèrent dans les airs et la lampe du plafond clignota. J'entendis un grattement, très doux, sur le mur derrière moi. Je pensais que c'était le vent qui déplaçait quelque chose, ou peut-être des souris. Je me levai pour fermer la fenêtre et, en passant devant un vieux miroir, j'aurais juré avoir vu une silhouette floue et sombre derrière mon reflet. Ce ne fut qu'un instant, un clin d'œil, et cela s'estompa. Je me dis que c'était la fatigue. Le lendemain, nous retournâmes à l'excavation. L'ambiance semblait encore plus dense. Les ouvriers du bâtiment qui travaillaient au rez-de-chaussée semblaient plus nerveux que d'habitude. L'un d'eux, un homme fort et corpulent, a refusé d'entrer dans le sous-sol. « Il y a quelque chose là-dessous, monsieur. Je le sens dans mes os. L'air est lourd. J'ai minimisé cela. Ce sont les gaz de la terre, produits par l'humidité et le manque de ventilation. Mais la journée n'était pas normale.
Des outils que nous avions laissés de côté apparaissaient déplacés. Un des appareils photo que nous avions laissé en charge est apparu avec la batterie complètement déchargée et le câble de charge mystérieusement débranché. De petits détails qui, pris individuellement, étaient insignifiants, mais ensemble commençaient à semer une graine d'inquiétude. Ce jour-là, alors que nous cataloguions les restes, un de mes étudiants, Marco, a fait une blague de mauvais goût. Il a ramassé un crâne qui était assez intact et, le tenant comme s'il s'agissait d'une marionnette, lui a donné une voix aiguë. « Oh, qu'il fait froid ici en bas! Que quelqu'un me donne un manteau de terre !» Anna l'a immédiatement réprimandé. « Marco, respecte, ce n'est pas un jeu. » Moi, bien que je ne me sois pas joint à la moquerie, je ne l'ai pas non plus arrêté avec la fermeté que j'aurais dû. J'ai ri mal à l'aise, ressentant une pincée de quelque chose qui n'était pas de la culpabilité, mais plutôt de l'étrangeté. Marco a haussé les épaules et a remis le crâne à sa place, mais il l'a fait avec une précipitation négligente, et le crâne a roulé un peu avant de s'arrêter. Cet après-midi-là, Marco s'est profondément coupé le doigt avec un outil d'excavation qui, selon lui, s'est déplacé tout seul. La blessure était si profonde que nous avons dû l'emmener à la clinique. Pendant qu'on lui mettait des poings, il jurait que quelque chose l'avait poussé, que l'outil avait sauté vers sa main. « C'était comme si quelqu'un m'avait poussé dans le dos, professeur », dit-elle d'une voix tremblante. Je continuais à l'attribuer à la fatigue et au stress. Les jours suivants furent une montée lente et perturbante. Les jeux de la maison devenaient plus évidents. La lumière du sous-sol clignotait constamment, même après avoir vérifié le système électrique plusieurs fois. L'odeur de terre et d'humidité se mêlait maintenant à une puanteur rance, comme quelque chose de très vieux et en décomposition, qui apparaissait et disparaissait sans source apparente. Et les chuchotements. Oh, les chuchotements. Ce n'étaient plus seulement les étudiants. J'ai moi-même commencé à les entendre. Des voix indistinctes, un murmure collectif qui semblait venir des murs de pierre eux-mêmes, de la terre sous mes pieds. C'étaient des gémissements étouffés, des plaintes, des échos de douleurs anciennes. Une nuit, je suis resté seul dans l'excavation pour avancer le travail. Il était tard, et le silence de la ville s'infiltrait par les fissures du bâtiment. J'étais dans la fosse commune, en train de terminer la documentation d'un squelette particulièrement bien conservé, quand j'ai entendu un gémissement clair et lugubre. Ce n'était pas le vent, ce n'étaient pas les vieilles tuyauteries. Cela venait directement de la fosse, résonnant dans la pierre. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. La lumière a clignoté et l'ombre de mon corps s'est étirée et s'est contractée de manière antinaturelle sur le mur. Je me suis armé de courage, pensant que c'était juste mon esprit qui me jouait un tour. « Il n'y a rien ici », me répétais-je à voix haute. Mais à peine avais-je prononcé ces mots, un objet en métal, un petit ciseau que j'avais laissé à mes côtés, s'éleva dans les airs de quelques centimètres et s'écrasa contre le mur opposé avec un bruit métallique assourdissant. Le son résonna dans tout le sous-sol. Je courus hors de là, mon cœur battant à 1000 à l'heure. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne voulais pas l'expliquer. Je me convainquis que cela avait été une illusion d'optique, une fatigue extrême, le stress. Mais pour la première fois de ma vie, la certitude de mes croyances vacillait. Le lendemain, Anna m'accueillit avec un visage d'horreur. Elle avait trouvé la fosse commune. Les couvertures en toile que nous utilisions pour protéger les restes étaient déchirées, jetées au sol, et les os. Beaucoup des crânes que nous avions soigneusement disposés pour leur étude étaient maintenant éparpillés, certains retournés. Un fémur que nous avions étiqueté et catalogué avec une attention particulière était brisé en plusieurs morceaux. C'était comme si une fureur invisible avait détruit notre travail. « Qui a pu faire cela, Gabriel ?» me demanda Anna, la voix à peine un murmure. Je n'avais pas de réponse. Je savais que ce n'était ni un animal, ni un vandale. La porte du sous-sol avait été fermée à clé, comme toujours. La sensation que quelque chose nous détestait, nous en voulait, grandissait en moi. Les phénomènes s'intensifièrent. Un après-midi, alors que nous travaillions, l'air devint lourd et froid, malgré la chaleur extérieure. Nous pouvions tous le sentir. La température chuta drastiquement, faisant que notre souffle se condensait. Et puis, une vague d'une odeur putride, nauséabonde, remplit l'air, une odeur de chair morte et de terre humide, si intense qu'elle nous fit tous tousser et reculer. Anna vomit. L'odeur n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi pour s'imprimer dans nos esprits. C'est alors qu'un des travailleurs, un type qui était là depuis des années, est venu avec le vieil homme du quartier. Le vieil homme ne nous a pas regardés dans les yeux. Il s'est simplement dirigé vers la fosse commune, ses yeux sombres fixés sur les restes. Il a murmuré quelque chose à voix basse, quelque chose dans un ancien dialecte que je n'ai pas pu comprendre.
Puis, il s'est tourné vers moi, son regard perçant. « Je te l'ai dit, gamin. Ils ont réveillé ceux qui dorment sans paix. Ils les ont fâchés. Ils ne voulaient pas être touchés. » J'ai ressenti un frisson me parcourir jusqu'à la moelle. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. « Rendre leur repos et demander pardon. Mais eux, ils sont patients. » Malgré mon scepticisme résiduel, j'ai décidé de faire attention. Nous avons arrêté l'excavation de la fosse commune. Nous avons ramassé les os avec le plus grand soin, les avons nettoyés et, sous la supervision du vieil homme, les avons enterrés à nouveau dans la même fosse, mais cette fois avec respect. Nous avons recouvert les restes de terre fraîche et le vieil homme a réalisé un petit rituel avec des herbes et des prières à voix basse. Il y avait une solennité dans ces mouvements qui m'a touché, malgré ma formation scientifique. Alors que le vieil homme terminait son rituel, un doux murmure de vent a parcouru le sous-sol, et la lampe qui clignotait constamment s'est stabilisée. L'air semblait plus léger, l'odeur avait disparu. Cela aurait pu être une coïncidence, bien sûr. Mais la paix que j'ai ressentie à ce moment-là était indéniable. L'excavation a continué, mais nous n'avons jamais touché à cette section du sous-sol. Il a été décidé que la fosse serait respectée et scellée. Le reste du projet s'est déroulé sans incident surnaturel. Les bruits se sont tus, les lumières ont cessé de vaciller, les objets sont restés à leur place. Mais l'expérience m'a marqué. Je ne suis plus le même archéologue arrogant et sceptique. Chaque fois que je touche un os ancien, chaque fois que j'extrais un site historique, je le fais avec une révérence que je n'avais pas auparavant. Et la nuit, parfois, quand je suis sur le point de m'endormir dans le calme de mon appartement, j'entends un murmure très, très lointain, comme un lamentement qui me rappelle qu'il y a des choses que la science ne peut expliquer et que parfois, le mieux est de laisser les morts en paix. Et c'est ainsi que Gabriel a appris une leçon qu'il n'oubliera pas. Que penses-tu de son expérience ? Commenter révérence si tu penses que le prix de son mépris était juste, ou tragédie si la curiosité ne devrait pas coûter si cher. Bien que son histoire semble avoir trouvé une sorte de conclusion, l'ombre de ces événements continue de le suivre. Cette histoire nous vient d'Elena, une ancienne restauratrice d'art. Ce qu'elle a vécu s'est produit lors d'une commande particulièrement délicate dans une vieille maison. Penses-tu qu'il y a des limites que la curiosité ne devrait pas franchir ? Commente respect si tu penses que oui, ou connaissance si tu crois que la vérité doit toujours être révélée. Voici ce qu'Elena nous a raconté. Je m'appelle Elena et pendant presque 20 ans, je me suis consacrée à la restauration de pièces anciennes, un métier que j'aime avec passion. Il y a quelque chose de magique à redonner vie à un objet que le temps et l'oubli ont maltraité. C'est comme converser avec le passé à travers ses propres mains. J'ai toujours été une femme de science, de technique, de tangible. Les fantômes et les légendes étaient pour moi des contes pour divertir les enfants, rien de plus, ou du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je reçoive une commande qui m'a fait remettre en question tout ce que je considérais comme réel. C'était il y a environ 8 ans. Monsieur Gustavo Robles, un homme âgé et à l'apparence excentrique, propriétaire d'une vaste propriété à la périphérie d'un petit village éloigné, à plusieurs heures de la ville, m'a contacté. La maison, qu'il appelait la Casona de los Olvidos, était une joyau architectural qui avait appartenu à sa famille pendant des générations. Il avait besoin que je restaure une collection d'objets personnels de ses ancêtres, des pièces qui avaient été gardées, intouchables, pendant plus d'1 siècle. La tâche semblait fascinante, et la rémunération était généreuse. Il m'a lui-même averti avec un sourire énigmatique que certaines des pièces avaient leur propre histoire, mais je l'ai pris comme une façon pittoresque de parler. La maison était impressionnante. Entourée de chênes centenaires et d'un jardin sauvage qui semblait s'étendre à l'infini, elle se dressait majestueuse mais décrépite. L'air y était différent, dense, chargé de l'odeur du vieux bois, de la moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait la terre humide et les fleurs fanées. Les fenêtres étaient poussiéreuses, les meubles recouverts de draps blancs, et le silence était si profond qu'il semblait parfois vibrer. On m'a attribué une chambre au 2e étage, donnant sur une petite cour intérieure où un rosier sec s'accrochait à un mur de pierre. Les premiers jours furent d'une pure immersion. Je me suis installé dans ce qui avait été l'ancien atelier, un espace vaste avec de la lumière naturelle, idéal pour mon travail. J'ai commencé à cataloguer les pièces, des portraits décolorés, de vieux livres reliés en cuir, des services hâtés en porcelaine fine, des éventails en soie, des bijoux en argent qui avaient perdu leur éclat. Chaque objet était un univers en soi, et je ressentais l'excitation de l'archéologue qui déterre un trésor. Cependant,
les premières étrangetés ne tardèrent pas à apparaître. Au début, c'étaient des choses petites, que mon esprit rationnel rejetait immédiatement. Mes outils disparaissaient et réapparaissaient à des endroits improbables. Un pinceau que j'avais laissé sur la table, je le retrouvais le lendemain dans un tiroir fermé. Une fois, j'ai laissé un chiffon sur une sculpture et en revenant, il était par terre, impeccablement plié. Je pensais que c'était Monsieur Roble, bien qu'il montât rarement dans l'atelier, ou peut-être tout simplement, la sénilité commençait à jouer avec ma mémoire. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'ambiance. Malgré les grandes fenêtres, je ressentais une froideur pénétrante dans certaines zones de l'atelier, même lorsque le soleil de l'après-midi inondait la pièce. Et le silence. Oh, le silence de cette maison n'était pas paisible. C'était un silence attentif, comme celui d'un public attendant le début d'une représentation. Parfois, j'aurais juré avoir entendu un soupir près de mon oreille ou le froissement d'une jupe sur les planches du sol, juste derrière moi quand il n'y avait personne d'autre. Je me retournais et je ne trouvais rien. La maison, me disais-je, était simplement en train de se poser, faisant les bruits d'une vieille structure. Parmi la vaste collection d'objets, il y en avait un qui m'attira particulièrement, une petite boîte à musique en bois sombre, finement sculptée, avec des motifs floraux et des vignes, et avec des incrustations de nacre sur le couvercle. C'était une pièce d'une beauté exquise, mais elle transmettait aussi une étrange mélancolie. Elle était dans un coin, sous une pile de partitions jaunies, presque comme si elle avait été cachée. La boîte était fermée et n'avait pas de clé visible. J'ai essayé de l'ouvrir délicatement, suivant les procédures habituelles pour ces mécanismes anciens, mais elle semblait scellée. Je ressentais une pincée de frustration professionnelle mêlée à une curiosité malsaine. Je voulais voir son intérieur, écouter sa mélodie. Monsieur Robles m'avait spécifiquement averti à propos de cette boîte. « C'est celle de Clara », dit-il d'une voix grave, l'une de ses arrière-petites-filles. « Elle est morte très jeune, d'une manière très triste. Cette boîte était son trésor, personne ne l'a ouverte depuis. Peut-être vaut-il mieux la laisser ainsi, Helena. » Mais ces mots, au lieu de me dissuader, n'ont fait qu'attiser mon désir de la restaurer. Ce n'était pas seulement une pièce, c'était l'histoire d'une jeune femme enfermée dans un mécanisme d'horlogerie. Je sentais que je devais à Clara lui rendre la voix de sa boîte. Pendant des jours, la boîte à musique est devenue mon obsession. Je l'ai nettoyée avec le plus grand soin, retirant des décennies de poussière et de saleté, polissant le nacre jusqu'à ce qu'il retrouve un éclat perlé. Pendant que je travaillais, je ressentais une étrange connexion avec l'objet. C'était comme si le bois, froid et immobile, contenait un écho de vie, une vibration de la personne qui l'avait aimé. Je passais mes nuits dans ma chambre à lire de vieux journaux que j'avais trouvés à la bibliothèque, cherchant des indices sur Clara. J'ai découvert qu'elle avait été une jeune femme au esprit vif et une pianiste talentueuse, qui était décédée subitement à 19 ans, peu avant son mariage. Il y avait beaucoup de tristesse dans les récits de la famille, mais la raison exacte de sa mort était ambiguë, enveloppée dans des euphémismes sur une maladie soudaine et dévastatrice. À mesure que je m'approchais de la boîte à musique, les phénomènes dans la maison se sont intensifiés. Un après-midi, alors que j'essayais de déchiffrer le mécanisme de fermeture, un fort coup a résonné à l'étage, suivi d'un traînement de meubles. J'ai couru en haut, pensant que Monsieur Robles avait pu tomber, mais j'ai trouvé toutes les pièces vides et en parfait ordre. Les portes étaient fermées, les draps sur les meubles intacts. Le son avait été si réel, si puissant, qu'il m'a laissé tremblant. Encore une fois, en me réveillant au milieu de la nuit, j'ai ressenti un poids sur mes pieds, comme si quelqu'un s'était assis au bord du lit. Un arôme doux et poussiéreux, comme de la lavande sèche et de la cire d'abeille, remplit la pièce. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais mes doigts ne trouvaient pas l'interrupteur. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Je restais immobile, retenant ma respiration, jusqu'à ce que la sensation disparaisse aussi abruptement qu'elle était venue. Je me jurais que c'était un rêve particulièrement vif, un cauchemar dû à la fatigue, mais je ne pouvais plus me tromper. Chaque fois que je m'approchais de la boîte à musique de Clara, l'air devenait lourd, la température baissait. Je me sentais observé, non avec malice, mais avec une intrusion mélancolique. C'était comme si une partie de moi comprenait que je profanais quelque chose de sacré, quelque chose qui aurait dû rester dans l'oubli. Finalement, un après-midi pluvieux, après des heures d'inspection minutieuse et de manipulation, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Il n'y avait pas de clé. Le mécanisme de fermeture était un ressort intriqué caché qui s'activait d'une manière particulière. Au moment où le couvercle s'est ouvert avec un doux clic, une bouffée d'air froid m'a enveloppé et un silence encore plus profond que d'habitude s'est abattu sur la pièce. À l'intérieur,
Sur un lit de velours décoloré, il n'y avait ni bijoux, ni secrets écrits, mais quelque chose de bien plus intime, un petit médaillon en argent avec une initiale gravée, C, et une lettre pliée et jaunie. J'ai tendu la lettre avec des mains tremblantes. La calligraphie était élégante, l'encre s'était estompée par endroits, mais j'ai pu la lire. C'était une lettre d'amour, signée par un certain Eduardo, adressée à Clara. Elle parlait de son amour éternel, de plans d'évasion, d'un avenir qui n'est jamais arrivé. Mais à la fin de la lettre, il y avait une phrase qui m'a glacé le sang. « Pardonne ma lâcheté, mon amour. Je n'ai pas pu te protéger de la cruauté de ton père. Ton secret sera en sécurité avec moi, même si cela me coûte la vie. » Mon esprit a traité les mots, la maladie soudaine et dévastatrice, la boîte scellée, le deuil familial. Clara n'était pas morte d'une maladie. Quelque chose de plus sombre s'était produit, lié à son père et à un secret, peut-être une grossesse non désirée, un amour interdit, elle avait été assassinée ou forcée à un destin tragique, et son dernier réconfort, sa boîte à musique avec son unique secret, avait été violée. Alors que je lisais la lettre, la mélodie d'une boîte à musique a commencé à jouer, faible au début, puis plus claire. Ce n'était pas la mélodie de la boîte que je venais d'ouvrir, je ne l'avais pas encore réparée, elle venait de quelque part dans la maison, une mélodie douce, mais imprégnée d'une tristesse insondable. Et puis, une ombre a glissé dans le coin de mon œil, grande et mince, passant par la porte entr'ouverte du bureau. Mon cœur a fait un bond. Cette fois, ce n'était pas un soupir ni un frôlement. C'était une présence. Je me suis levé brusquement, la lettre toujours à la main. La mélodie s'est arrêtée. L'air est devenu glacial au point que j'ai pu voir ma propre respiration. La température était insupportable. Et alors, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix avec un son, mais une résonance dans ma tête, un lamentement plaintif, plein de douleur et de fureur. « Rends-le, mon secret, profanateur !» Ce n'était pas Monsieur Roble jouant une blague. C'était quelque chose d'ancestral, quelque chose qui avait été endormi ou du moins contenu et que mon intrusion avait réveillé. Soudain, les fenêtres du studio s'ouvrirent brusquement, faisant claquer les volets avec violence. Les papiers volèrent de mon bureau. Les partitions jaunies se répandirent sur le sol. Un vieux portrait accroché au mur se détacha et tomba avec fracas, son cadre en bois se brisant. Je ressentis une impulsion incontrôlable de fuir, d'échapper à cet endroit. La voix s'intensifia, un cri silencieux qui perçait mon esprit, accompagné d'un gémissement semblant venir des profondeurs de la terre. Je fermai la boîte à musique brusquement, sentant qu'en le faisant, j'essayais de sceller à nouveau ce que j'avais libéré. Le couvercle ne se ferma pas complètement. Le mécanisme était bloqué. Tout à coup, un objet lourd frappa le sol à mes côtés. C'était un chandelier en bronze qui avait été sur une étagère haute maintenant tordue et bosselée. La force avec laquelle il tomba n'était pas celle d'un simple glissement. C'était un avertissement, une manifestation de la colère que j'avais déclenchée. J'étais terrifié. Mon esprit, toujours si logique et analytique, s'effondra sous le poids de l'inexplicable. Je ramassai la lettre et le médaillon et les remis dans la boîte, essayant de la fermer désespérément. Mes mains tremblaient, tellement que je pouvais à peine les manipuler. L'air se remplit d'une odeur putride, comme de la chair en décomposition, qui se mêla à la douceur de la lavande. C'était nauséabond. Je sentis quelque chose d'invisible ramper sur le sol, une présence froide et lourde. L'image d'une jeune femme m'assalta, le visage pâle et les yeux pleins de larmes, me regardant avec un mélange de supplication et de ressentiment. Elle voulait sa vie privée, son secret intact. Je l'avais violée. Sans y penser à deux fois, j'ai attrapé mon sac et mon manteau et je suis sorti en courant du studio, laissant tout mon matériel de restauration éparpillé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu les escaliers deux par deux, trébuchant dans la pénombre. Le silence de la maison me suivait, mais c'était maintenant un silence dense, chargé d'une hostilité palpable. J'entendais ma propre respiration haletante résonner dans les couloirs vides. Quand je suis arrivé à la porte principale, j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était bloquée. J'ai poussé et tiré de toutes mes forces, la panique grimpant dans ma gorge. La voix dans ma tête est revenue, plus faible, comme un écho lointain, mais pleine d'une tristesse infinie. Jamais, paix, jamais. Finalement, avec un craquement agonisant, la lourde porte a cédé. Je suis sorti en trombe vers la nuit pluvieuse, sans me soucier du froid ou de l'obscurité. J'ai couru sur le chemin de terre, glissant dans la boue, jusqu'à ce que j'atteigne la clôture de la propriété et que je la traverse. Je ne me suis pas arrêté avant de voir les lumières du village au loin. J'ai appelé Monsieur Roble depuis un téléphone public, lui disant que j'avais eu une urgence familiale et que je ne pourrais pas continuer le travail. Il a écouté en silence. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Je comprends, Helena,
Certains secrets ne doivent pas être déterrés. J'espère que tu trouveras la paix. » Sa voix était étrangement calme, comme s'il savait déjà ce qui s'était passé. Je ne suis jamais retourné à la Casona de los Olvidos. L'expérience m'a laissé une profonde cicatrice. Les nuits sont un tourment d'insomnie et de rêves vifs où je vois le visage triste de Clara, et l'écho de sa voix me reproche mon imprudence. Ma passion pour la restauration s'est atténuée. Maintenant, je vois chaque objet ancien non seulement comme une œuvre d'art, mais comme un conteneur d'histoire, d'âme, de secrets qui devraient peut-être rester scellés. Depuis ce jour, Elena n'a jamais accepté de commande d'une telle ampleur, ni n'a osé fouiller dans le passé avec tant d'imprudence. Penses-tu que la malédiction est toujours active ou qu'Elena a trouvé la Paix ou la condamnation? Sa vie, dit-elle, n'a jamais été la même. Cette histoire nous a été envoyée par un topographe expérimenté nommé Matteo. Ce qu'il a vécu alors qu'il travaillait sur une propriété rurale isolée l'a amené à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Si tu t'étais trouvé à sa place, aurais-tu ressenti du scepticisme face aux premiers signes ou une inquiétude immédiate? Je m'appelle Matteo, et depuis plus de 20 ans, ma vie tourne autour des lignes, des angles et des points de repère. Je suis topographe, et je me suis toujours enorgueilli de mon pragmatisme. Les chiffres ne mentent pas, la Terre n'a pas de secret qu'un bon équipement ne puisse révéler. Ou du moins, je le pensais. L'histoire que je vous raconte s'est déroulée il y a environ 5 ans, lorsque j'ai reçu une commande de celles qui, en raison de leur emplacement isolé et de la nature du terrain, paient exceptionnellement bien. Il s'agissait d'un vaste terrain, environ 500 hectares dans une zone à peine touchée par la main de l'homme, à plusieurs heures de toute population décente. Le client, un consortium de luxe, prévoyait un développement écologique haut de gamme, et ils avaient besoin d'un levé topographique détaillé pour commencer à planifier. Lorsque je suis arrivé, l'endroit était exactement comme ils l'avaient décrit, dense, vert, avec des arbres qui semblaient être là depuis le début des temps. Il y avait une petite cabane pour mon séjour, rustique mais fonctionnelle, et une seule personne en charge de l'entretien, un homme âgé nommé Silvano, qui parlait peu et observait beaucoup. Dès le premier jour, Silvano m'a transmis une étrange sensation. Ses yeux avaient une profondeur que je n'avais jamais vue auparavant, et son silence n'était pas celui de quelqu'un qui n'a rien à dire, mais celui de quelqu'un qui garde trop de choses. J'ai commencé mon travail avec la routine habituelle, calibrer l'équipement, établir des points de contrôle, planifier les itinéraires de mesure. Les premiers jours étaient normaux, bien que épuisants en raison de la densité de la végétation. Le soleil tombait à plomb. L'air était épais et humide, rempli du bourdonnement des insectes et du chant des oiseaux. C'était la nature dans son état le plus pur, mais peu à peu, les particularités ont commencé. D'abord, il y avait les points froids. Je ne parle pas d'une brise qui passait entre les arbres, mais de zones spécifiques où la température chutait drastiquement, comme si un réfrigérateur géant s'ouvrait au milieu de la jungle. Cela se produisait soudainement, m'enveloppait complètement et disparaissait aussi vite que c'était apparu. Au début, je l'ai attribué à des courants souterrains ou à des vents localisés, mais c'étaient toujours les mêmes points, répartis de manière irrégulière sur le terrain. Mes équipements de mesure, curieusement, tombaient également en panne plus souvent dans ces zones, affichant des erreurs qui n'avaient aucun sens sur des terrains aussi stables. Une lecture d'élévation qui sautait de 100 mètres, des coordonnées qui se détournaient inexplicablement. Un après-midi, alors que je traçais une ligne près de ce qui semblait être une colline couverte d'une végétation particulièrement dense, j'ai trouvé la première des anomalies. C'étaient des pierres, pas des roches naturelles, mais des galets de taille considérable, alignés d'une manière qui ne semblait pas arbitraire. Ils formaient un cercle imparfait autour d'une partie de la colline, presque enfouie sous des années de feuilles mortes et de mousse. Ils étaient bruts, non taillés, mais leur disposition m'a fait douter. Des limites de propriété anciennes? Un enclos oublié? Il ne correspondait à rien de ce que j'avais vu auparavant dans un lever rural. J'ai pensé à Silvano, à son regard. Peut-être étaient-ce de vieilles superstitions des gens de la région. Je les ai ignorées et j'ai continué mon travail, les marquant sur ma carte comme formation rocheuse inexplicable. Les sons ont commencé après, de petits chuchotements. D'abord, je pensais que c'était le vent entre les feuilles ou le frottement des branches, mais bientôt, ils sont devenus plus définis. Un murmure bas, presque incompréhensible, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Je l'entendais quand j'étais concentré sur mon équipement ou quand je marchais sur des sentiers que j'avais moi-même ouverts. Je m'arrêtais, tendais l'oreille, mais alors le son s'estompa, me laissant seul avec le cœur incessant de la jungle. Je commençais à me fatiguer
et l'isolement commençait à peser, pensais-je. Une nuit, alors que je dînais dans la cabane, j'ai entendu des pas dehors. C'étaient des pas lents, traînants, comme quelqu'un marchant sur des feuilles sèches. Je sursautai, car la cabane était dans une clairière que j'avais moi-même défrichée, et les pas se faisaient entendre juste derrière le mur. Silvano vivait à bonne distance, et personne d'autre ne savait que j'étais là. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti, espérant trouver un animal sauvage, ou, avec un peu de chance, Silvano en visite. Mais il n'y avait rien. La clairière était vide, la lumière de la lune éclairait le sol couvert de feuilles mortes, où il n'y avait pas la moindre empreinte. Le silence après les pas était encore plus glaçant. Mes nuits sont devenues difficiles. Je rêvais. C'était toujours le même rêve. Moi, enterré sous terre, avec l'oppression de la terre sur ma poitrine, ne pouvant pas respirer, et des voix, beaucoup de voix, me chuchotant depuis les profondeurs, des mots que je ne comprenais pas, mais que je ressentais comme une condamnation. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et l'écho des chuchotements semblait persister dans le calme de la cabane. J'ai décidé de me concentrer davantage sur le travail pour me distraire. Mais le travail, maintenant, était l'épicentre de mes peurs. La colline mystérieuse, avec ses pierres circulaires, est devenue un aimant pour les anomalies. Mon GPS devenait fou dans cette zone. Les lectures de distance s'emballaient, sans raison. Les batteries de mon équipement s'épuisaient à une vitesse incroyable. C'était frustrant, je retardais mon emploi du temps. Un jour, ma patience a atteint ses limites. J'essayais de placer un point de repère juste sur le périmètre de cette colline, mais le capteur ne captait pas le signal. Il y avait un petit monticule de terre et de pierre juste là où je devais mettre le trépied. Et dans un accès de colère et de fatigue, j'ai donné un coup de pied à l'une des pierres rugueuses qui formaient le cercle. Non seulement je l'ai déplacée, mais je l'ai écartée avec force, tout en marmonnant entre mes dents, vieille superstition, obstacle inutile. Au même instant où ma botte a touché la pierre, j'ai ressenti un froid si intense qu'il m'a pénétré jusqu'aux os, comme si un bloc de glace s'était matérialisé en moi. L'air s'est distordu un instant, comme la chaleur sur l'asphalte, mais beaucoup plus ténue et glaciale. Et puis, rien, juste le lourd silence de la jungle. Je suis resté immobile, mon cœur battant furieusement. C'était si irréel que j'ai presque réduit cela à la suggestion, à ma propre fatigue, mais le froid avait été si réel, si soudain. À partir de ce moment, tout a changé. La présence n'était plus une suggestion, c'était une compagnie constante. Au début, ce n'était que des ombres périphériques, toujours au bord de ma vision, un clignotement dans l'épaisseur, une silhouette insaisissable qui s'évanouissait quand je tournais la tête. J'ai commencé à sentir qu'on m'observait. La sensation d'être un intrus, un profanateur s'est emparée de moi. Les murmures sont devenus plus clairs, bien que toujours inintelligibles, comme si plusieurs voix parlaient en même temps, dans une langue ancienne et rancunière. Un après-midi, alors que je rentrais à la cabane, j'ai entendu mon nom, clair, fort, comme si quelqu'un se tenait à quelques mètres de moi. Mathéo. La voix était rauque, sèche, et venait de l'enchevêtrement de végétation à ma droite. Je me suis arrêté net, la sueur froide coulait le long de mon dos. « Silvano ?» ai-je demandé, la voix à peine un murmure. Il n'y a pas eu de réponse, juste le vent qui s'est soudainement intensifié, agitant violemment les cimes des arbres, comme si quelque chose d'invisible s'était mis en mouvement. J'ai couru jusqu'à la cabane, fermant la porte à clé, tremblant. Cette nuit-là, les rêves étaient pires. Ce n'était pas seulement la sensation d'être enterré, mais je voyais des visages anciens, marqués, avec des yeux enfoncés et pleins d'un profond ressentiment, me fixant depuis l'obscurité du sous-sol. Des murmures qui se sont transformés en lamentations, puis en cris étouffés. Je me suis réveillé en criant, ma propre voix brisant le silence de la nuit. Le lendemain, j'étais épuisé, mon esprit embrumé par la peur et le manque de sommeil. J'ai essayé de reprendre le travail, mais chaque pas était une torture. Je sentais le poids d'innombrables yeux sur moi. Les poings froids étaient maintenant constants et tout mon corps tremblait sans raison, même sous le soleil. J'ai trouvé un petit fragment d'os, de quelques centimètres, près de l'endroit où j'avais donné un coup de pied à la pierre. Il était d'une couleur blanchâtre, vieux, poli par le temps. Il ne semblait pas d'origine animale. Il avait une forme qui m'a fait penser à un os de phalange, peut-être d'un doigt. Je l'ai regardé avec horreur, une sueur froide imprégnant mon front. Je l'ai immédiatement jeté, comme si cela me brûlait. La paranoïa grandissait, je regardais constamment par-dessus mon épaule. Chaque ombre semblait bouger, chaque bruit était une menace. Mon esprit pragmatique, ma foi en la logique et la science,
s'effondrait. C'était une torture psychologique. Je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais pas manger. Je voulais juste partir. C'est alors que Silvano est apparu. Il était venu me laisser des provisions, quelque chose qu'il faisait tous les quelques jours. Mais cette fois, il m'a regardé d'une manière différente. Ses yeux profonds, habituellement impénétrables, étaient remplis d'un mélange de tristesse et de compréhension. « Je vois que tu as réveillé ce qui dort, jeune », a-t-il dit d'une voix grave, sans émotion, mais avec une résonance qui m'a glacé le sang. « De quoi parles-tu, Silvano ?» ai-je demandé. Ma voix semblait étranglée. Il n'a pas répondu directement. Il s'est juste approché et a désigné la colline d'un geste de la tête. La terre n'oublie pas. Les anciens gardiens n'aiment pas qu'on les dérange, encore moins qu'on les ignore. Son regard s'est posé sur mes mains tremblantes, puis sur le fragment d'os que j'avais jeté, maintenant visible dans la terre retournée. Ici reposent ceux qui protégeaient, et toi, tu les as fâchés. Puis il s'est retourné et est parti, aussi silencieusement qu'il était venu, me laissant seul avec le poids de ses mots. La confirmation, le savoir que je n'étais pas fou, que ce que je ressentais était réel, ne m'a pas apporté de réconfort, juste une terreur plus profonde. Maintenant, je savais que ce n'était pas mon esprit, c'étaient eux, les gardiens de cet endroit, et ils étaient en colère. Cette nuit-là fut le climax de mon cauchemar. J'étais assis dans la cabane, avec la lumière d'une bougie vacillante, essayant de tout traiter. Le vent hurlait dehors comme jamais auparavant, frappant la cabane avec une fureur inhabituelle. Les murmures n'étaient pas seulement à l'extérieur, ils étaient dedans. On les entendait clairement à l'intérieur de la cabane, des voix anciennes remplissant l'espace, de plus en plus fortes, plus menaçantes. Je sentis un souffle froid sur ma nuque, un frisson parcourut tout mon dos, et je me retournai brusquement. Pendant un instant, juste un instant, dans l'obscurité au-delà de la faible lumière de la bougie, je pus les voir. Ce étaient des ombres, à peine des silhouettes humaines, mais leurs yeux. Ces yeux brillaient d'une lumière propre, un feu pâle et ancien, rempli d'une fureur ancestrale. Ils étaient nombreux, entourant la cabane, me regardant depuis l'obscurité des fenêtres. L'air devint lourd, presque liquide, et je ressentis une pression physique sur ma poitrine, comme si une force invisible me comprimait. Mes poumons brûlaient. Il n'y eut pas de cris, ni de hurlements. Juste un profond et insupportable silence qui fut soudainement rompu par un chœur de voix gutturale, non dans mon esprit, mais dans la cabane elle-même, vibrant dans les murs. C'étaient des mots, j'en suis sûr, mais dans une langue que je n'avais jamais entendue, et l'intention derrière eux était sans équivoque. Haine, vengeance. Je n'y pensais pas, je ne pouvais pas. Je me levai en titubant, attrapai mon sac à dos avec le nécessaire et sortis en courant de la cabane. Le vent me frappa de plein fouet et les sons de la jungle étaient maintenant un chœur de lamentation et de fureur. Je sentis que quelque chose me suivait, pas des pas, mais une présence intangible, une fureur qui me poursuivait. Je courus sans but, trébuchant sur des racines, me heurtant aux branches, sans regarder en arrière. Je courus pour ma vie, pour ma santé mentale. J'ai réussi à retrouver ma camionnette, garée à quelques kilomètres du chalet. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes et j'ai quitté cet endroit à toute vitesse, sans même regarder la route. Je ne me souciais pas de l'équipement, des outils, du travail inachevé. Je voulais juste échapper à la présence, à la colère de ceux que j'avais dérangés. Matteo dit que depuis lors, il s'arrête toujours 2 fois avant de poser le pied sur un terrain quelconque. Penses-tu qu'il faut toujours montrer du respect face à l'inconnu ou que chaque action entraîne une conséquence inévitable? Ces nuits ne sont plus les mêmes. Cette histoire nous a été envoyée par quelqu'un qui préfère rester anonyme. Nous appellerons son expérience Léo. Il travaillait à vider des appartements abandonnés dans le centre-ville. Ce qu'il a vécu là-bas lui a enseigné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Après avoir entendu son récit, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Prioriserais-tu les mémoires ou le profit? Voici ce qu'il nous a écrit. Mon vrai nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé. Pendant près d'une décennie, ma subsistance a dépendu d'un travail qui, pour beaucoup, pourrait sembler étrange. Vider et nettoyer des appartements et des maisons qui avaient été abandonnés, souvent après que leur propriétaire soit mort sans héritier, ou simplement ait disparu. C'étaient des espaces oubliés, remplis de poussière et des échos de vie passée. Mon équipe et moi étions comme des archéologues urbains, sauf qu'au lieu de préserver, nous étions là pour dégager, afin que le prochain chapitre du bien immobilier puisse commencer. Nous n'étions pas délicats, c'est vrai. C'était un travail sale et l'objectif était l'efficacité. Tout ce qui n'était pas manifestement précieux allait à la benne. Meubles anciens, vêtements, livres, photos, à la poubelle. Nous nous considérions comme un service de nettoyage,
pas de conservation. Ma perspective a changé radicalement après le cas du numéro 304 dans un ancien bâtiment de la Colonia Roma à Mexico. C'était un contrat de plus, de ceux qui promettaient une bonne rémunération parce que l'endroit n'avait pas été occupé depuis des décennies et l'accumulation était légendaire. Le bâtiment, avec sa façade en tésontle et ses balcons en fer forgé, respirait l'histoire et la mélancolie. L'appartement 304 était au 3e étage. Il avait appartenu à une vieille dame qui, selon les voisins, était morte seule et sans famille connue. La porte, en bois sombre et lourd, avait le verre dépoli opaque de la vieillesse. Quand nous l'avons ouverte, l'air vicié nous a frappé comme un coup de poing, un mélange d'humidité, de poussière et une odeur sucrée, presque d'encens rance, qui s'était stagné là depuis des années. L'obscurité était dense, à peine atténuée par les fins faisceaux de lumière qui se glissèrent à travers les volets corrodés. Les premières heures étaient comme d'habitude. Ouvrir les fenêtres, allumer des lumières temporaires et commencer à trier. Il y avait de tout, des meubles recouverts de draps qui se désagrégeaient au toucher, des piles de vieux magazines, de la vaisselle recouverte d'une fine couche de suie du temps et des vêtements, beaucoup de vêtements dans des placards qui sentaient la naphtaline. Mes collègues, 2 jeunes costauds et moi, travaillions sans pitié. Il n'y avait pas de temps pour le sentimentalisme. Tout au conteneur, si ce n'est pas de l'or ou de l'argent, était notre règle non écrite. Nous jetions des boîtes de photos sans même les regarder, vidions des tiroirs avec des lettres manuscrites qui se répandèrent sur le sol, et nous nous débarrassions sans intérêt de ce qui avait été les objets d'une vie entière. C'était le plus proche d'un pillage organisé, mais avec une autorisation légale. En vidant une vieille malle en bois qui reposait au pied du lit, entre des draps de lin jauni et quelques albums photos sans valeur apparente, mes doigts ont heurté quelque chose d'inhabituel. C'était une petite boîte en bois sombre, d'environ 15 cm de long sur 10 de large et peut-être 5 de haut. Elle était délicatement sculptée avec des motifs floraux et sa surface, polie par le temps, se sentait douce et froide au toucher. Elle n'avait pas de serrure, juste un couvercle qui s'ajustait parfaitement. La curiosité m'a piqué, contrairement à tout le reste, que je voyais seulement comme des déchets ou du matériel recyclable. Cette boîte avait un air d'importance, d'objet conservé avec soin. Mes collègues ne regardaient pas. Avec la rapidité de quelqu'un qui fait quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas, je l'ai glissé dans mon sac à dos. Peut-être qu'il y a quelque chose de valeur à l'intérieur, ai-je pensé, et si ce n'est pas le cas, c'est un joli ornement. Je ne l'ai pas ouverte à ce moment-là. Je voulais le faire tranquillement, chez moi, loin du regard indifférent des autres. Nous avons terminé l'appartement 304 en quelques jours. Nous l'avons laissé vide, seulement la poussière et les marques des meubles sur le sol en bois comme seuls témoins de ce qui avait été un foyer. L'odeur, bien que moins intense, était toujours présente, mais nous y étions déjà habitués. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec la fatigue habituelle des muscles et de l'esprit, mais aussi avec une pincée d'attente pour la boîte. Cette nuit-là, dans mon petit appartement, je l'ai ouverte. L'attente s'est rapidement évaporée. Il n'y avait ni bijoux, ni argent ancien, ni rien que je puisse vendre. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un morceau de soie décolorée, j'ai trouvé 3 objets. Une rose séchée, ses pétales cassants mais encore accrochés à leur forme. Une petite photographie sépia d'un jeune couple, souriant timidement, avec la date de 1948 écrite à la main au dos, et un minuscule médaillon en argent, délicatement gravé, qui, une fois ouvert, révélait une minuscule mèche de cheveux châtains. Il était évident que c'étaient des souvenirs, des morceaux d'une vie, d'un amour, d'une famille. Pour moi, cependant, ils n'avaient aucune valeur matérielle. Un peu déçu, j'ai fermé la boîte et je l'ai laissée sur ma table de nuit, à côté de la lampe. J'ai décidé que je la jetterais à la poubelle le lendemain matin, mais le lendemain matin n'est jamais arrivé pour la boîte. Cette nuit-là, ma première nuit avec la boîte sur ma table de nuit a commencé. La température dans ma chambre, normalement chaude et agréable, a chuté drastiquement. J'ai ressenti un froid qui me pénétrait jusqu'aux os, comme si la fenêtre était ouverte en plein hiver, bien que ce ne fût pas le cas. Je me suis couvert davantage, essayant de l'ignorer. Puis, l'odeur sucrée et inconfondable que j'avais perçue dans l'appartement 304 a commencé à imprégner ma chambre. C'était un parfum ancien, floral, lourd, mélangé avec une touche de naphtaline et quelque chose de plus terreux, comme des feuilles sèches. Je me suis assis sur le lit, perplexe. Il n'y avait pas de fleurs chez moi, et je n'avais jamais utilisé de naphtaline. Le froid et l'odeur se sont intensifiés. J'ai essayé de me rendormir, mais une sensation d'inquiétude, une présence intangible, a commencé à m'envelopper.
J'avais l'impression de ne pas être seul. Les jours suivants ont été une progression de l'inexplicable. Les lumières de mon appartement ont commencé à clignoter, sans raison apparente. Ce n'était pas une panne électrique générale, juste celle de ma maison, et de manière intermittente. J'ouvrais une porte, et elle se fermait doucement derrière moi sans courant d'air. J'entendais des chuchotements, comme si quelqu'un parlait dans la pièce voisine, mais en allant vérifier, le silence était absolu. Ce qui était le plus perturbant, c'était l'odeur. Elle apparaissait et disparaissait, toujours le même parfum rance, toujours accompagné de ce froid que je ne pouvais pas expliquer. La boîte en bois restait sur ma table de nuit. Chaque fois que je la voyais, je ressentais une pincée d'inconfort. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. L'horloge marquait 3h17 du matin. La chambre était plongée dans une obscurité profonde et un froid insupportable. Et l'odeur était si forte qu'elle m'étouffait presque. Mes yeux s'étaient habitués à la pénombre, et dans le coin de ma chambre, j'ai vu une ombre. Ce n'était pas une ombre normale, projetée par la lumière de la rue. C'était une silhouette dense, immobile, qui semblait absorber la peu de lumière qu'il y avait. Elle était grande et mince, et restait là, m'observant. Je suis resté paralysé, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai voulu crier, bouger, mais mon corps ne répondait pas. L'ombre ne bougeait pas, elle était juste là, et j'ai ressenti une immense tristesse émaner d'elle, une mélancolie si profonde qu'elle m'a oppressé l'âme. La présence n'était pas agressive, mais elle était écrasante. Finalement, l'ombre s'est estompée aussi silencieusement qu'elle était apparue, et le froid a diminué. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, tremblant. Le lendemain, j'ai décidé que la boîte était le problème. Je devais m'en débarrasser. Je l'ai enveloppée dans un sac poubelle et l'ai laissée dans le conteneur de mon immeuble. Je me suis senti un peu idiot pour ma superstition, mais aussi soulagé. Le soir, j'ai de nouveau ressenti le froid, l'odeur, et j'ai entendu un coup sec à ma porte. Ce n'était pas la porte d'entrée, mais celle de ma chambre. Et puis un autre, rythmique et lent, comme si quelqu'un frappait du bout d'un doigt. Je me suis penché dans le couloir. Les lumières clignotèrent de manière incontrôlable. Il n'y avait personne. En revenant dans ma chambre, mon cœur a fait un bond. La boîte, la même boîte en bois, était de nouveau sur ma table de nuit. Je ne comprenais pas comment. Personne d'autre n'avait accès à mon appartement. Je l'avais moi-même jeté. C'était impossible. La panique commençait à grandir en moi. Ce n'était plus un simple frisson, c'était de la terreur. J'ai essayé d'autres choses, je voulais la brûler. Je l'ai mise dans un récipient métallique et j'y ai vaporisé de l'alcool. J'ai allumé une allumette, mais le feu s'est éteint presque immédiatement, sans toucher le bois. C'était comme si l'objet lui-même refusait d'être détruit. J'ai essayé de l'emporter loin, je l'ai conduite sur la route et je l'ai jetée dans un terrain vague. En rentrant chez moi, épuisé et désespéré, je l'ai retrouvée de nouveau sur ma table de nuit. J'avais l'impression de devenir fou. Le tourment ne cessait pas. Chaque nuit était pire. Ce n'était pas seulement des ombres et des bruits. Les choses commençaient à bouger. Mes livres tombaient des étagères. Les portes de mes placards s'ouvraient et se fermaient avec un grincement lent. Un matin, en me levant, j'ai trouvé tous mes portraits de famille retournés. L'énergie de la maison était palpable, dense, étouffante. Et la fatigue que je ressentais était écrasante. Je dormais peu, toujours vigilant, toujours en attente de ce qui allait se passer ensuite. Mes yeux avaient de profondes cernes, ma peau était pâle, et mon esprit, autrefois pratique et sceptique, était maintenant obsédé par la boîte et la présence qui semblait s'accrocher à moi. Une nuit, le point de rupture, un bruit fort, un fracas venant de la cuisine, m'a réveillé. Je me suis levé du lit, armé d'une batte de baseball, le cœur dans la gorge. Le salon était dans l'obscurité, mais j'ai pu voir la silhouette d'une chaise renversée. Le froid était arctique. Au centre de la pièce, l'ombre était plus définie que jamais. C'était la silhouette d'une femme, debout, immobile. Je sentais son regard, un regard qui n'était pas de haine, mais d'une tristesse infinie, d'un profond désir. Soudain, une force invisible me poussa contre le mur. La batte glissa de mes mains. Je ressentis une prise glacée à mon poignet, non violente, mais désespérée. C'était comme si l'on me suppliait de quelque chose. La silhouette s'approcha, lentement, et dans la pénombre de ma salle, pendant un instant, je pus distinguer un visage. C'était le visage d'une vieille femme, maigre, avec des yeux enfoncés et les cheveux relevés. Ce n'était pas terrifiant, c'était désolé. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Juste un gémissement silencieux, une supplication muette. Je tombai au sol, non par peur, mais par une étrange combinaison d'épuisement et de la tristesse écrasante qui émanait d'elle.
Mes yeux se posèrent sur la table de nuit. La boîte. Tout tournait autour de la boîte. Je me traînais vers elle, presque en transe. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant à nouveau. La rose séchée, la photo de 1948, le reliquaire avec la mèche de cheveux. Cette fois, je les vis avec d'autres yeux. Ce n'étaient pas des objets sans valeur. C'était ce qui restait d'une vie, les souvenirs d'un amour perdu, d'un passé irrécupérable. En les regardant, une pensée claire et douloureuse m'envahit. Je n'avais pas fâché les morts avec un rituel ou une blasphème. Je les avais fâchés avec mon indifférence, avec mon mépris pour ce qui était pour elles le plus précieux. J'avais rejeté ces souvenirs, ces amours, ces derniers liens avec ce monde comme s'ils étaient des ordures. Elle ne cherchait pas vengeance, elle cherchait ses affaires, son histoire, ce qui lui restait. Je levai la boîte, me sentant stupide, insensible. « Je suis désolé », murmurai-je dans le vide. « Je suis vraiment désolé. » La présence s'est adoucie. Le froid a diminué. L'odeur n'a pas complètement disparu, mais elle est devenue plus ténue, presque comme un soupir. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'ai conduit de retour au bâtiment de la Colonia Roma. Je suis monté au 3e étage dans l'appartement 304 qui était maintenant complètement vide. Il n'y avait pas de meubles, juste les murs nus et le sol en bois marqué. Je suis entré. L'air n'était plus aussi vicié, mais l'écho de la vie passée était toujours là. Je me suis dirigé vers la chambre où j'avais trouvé le coffre. Dans un coin, à l'endroit où se trouvait auparavant le lit, je me suis agenouillé. J'ai sorti la boîte. Avec soin, j'ai placé la rose séchée sur le sol en bois. À côté d'elle, j'ai mis la photographie, l'image du jeune couple, leurs sourires un peu flous à cause du temps. Et enfin, le médaillon, ouvert, avec sa mèche de cheveux reposant délicatement. Je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire, mais j'ai senti que c'était ce que je devais faire. C'était lui rendre ce qui lui appartenait, restituer son honneur, sa mémoire. « Voici tes affaires », ai-je dit à voix haute. Ma voix tremblait légèrement dans le silence de l'appartement vide. « Voici tes choses. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Je suis resté là un long moment, ressentant le silence, le froid qui n'était plus hostile, mais plutôt comme une douce brise. Quand je me suis levé pour partir, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas expérimentée depuis des semaines. L'oppression, l'inquiétude, la terreur, tout avait disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, sans froid, sans odeur, sans ombre. La boîte, évidemment, n'est pas revenue. J'ai quitté ce travail. Je n'ai jamais recommencé à vider des appartements. Maintenant, je suis menuisier, et chaque pièce de bois que je taille, chaque meuble que je construis, je le fais avec une révérence que je n'avais pas auparavant. J'ai appris que même les objets les plus humbles peuvent avoir une charge émotionnelle, une valeur inestimable pour ceux qui les ont possédés, et que les morts, parfois, ne cherchent pas à nous effrayer, mais simplement à ce qu'on les respecte, à ce qu'on honore ce qu'ils ont laissé. Et ainsi se termine l'expérience de Léo, une leçon qui l'a marqué pour toujours. Cela me semble un puissant rappel que nous ne devons pas sous-estimer la connexion que nous avons avec nos possessions et nos souvenirs. Penses-tu que ce que la dame cherchait était le pardon ou simplement la compréhension? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Je remercie tous ceux qui ont partagé leurs expériences. On se voit dans la prochaine histoire. Prenez soin de vous